des gènes qui sont rarement mutés avec un risque modéré de développer, un risque élevé mais moins important que dans la première catégorie. Et puis il y a des associations avec des jalons chromosomiques qui font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Polygenic Risk Score, le PRS, qui fait l'objet d'un essai clinique actuellement en France et notamment conduit à l'Institut Gustave-Roussy et à l'Institut Curie. Donc, en ce qui concerne les tests génétiques pratiqués chez les femmes avec une suspicion de prédisposition héréditaire au cancer du sein, nous avons actuellement des recommandations du groupe Génétique et Cancer, mais qui correspondent aux recommandations internationales, avec dans le panel supérieur figuré ici les gènes qui ont des conséquences, j'arrive pas à voir la flèche, tant pis. Dans le panel supérieur avec les cercles, les gènes qui prêtent à conséquence en termes cliniques sur la base de la simple mutation génétique, j'y reviendrai. Et puis, dans la cartouche, des gènes qui sont plutôt considérés comme des gènes de recherche. Comme vous le voyez, PALB2 n'est pas loin des gènes BRCA qui sont figurés à l'intersection de la ligne brune des cancers de l'ovaire et du cercle rose du cancer du sein. Et peut-être qu'il faudrait maintenant déplacer le gène PALB2, nous allons en reparler. Donc, lorsqu'on fait ces analyses en panel de gènes, quelle est la répartition des mutations qu'on retrouve? De façon fort intéressante, et on va se concentrer sur BRCA1, 2 et PALB2, on voit qu'il y a encore 60% des cas pour lesquels on trouve des mutations où il s'agit de façon préférentielle des gènes BRCA1 et BRCA2. Et ici, juste à côté de BRCA2, dans le panel du bas à gauche, vous voyez le gène PALB2 qui représente 6%. Ces chiffres sont très proches de la littérature internationale, puisque maintenant nous avons des résultats de 600 000 patients qui ont été analysés. Et en réalité, la fréquence en moyenne des mutations du gène PALB2 représente 10% des mutations de BRCA1 et BRCA2, c'est-à-dire que c'est 10 fois plus rare, mais que les deux autres mutations conjuguées. Ce qui en fait quand même un candidat important dans la mesure où, comme vous le voyez, il y a une grande dispersion des gènes possibles hors BRCA1 et BRCA2 qui sont représentés à droite, mais PALB2 représente certainement l'un des candidats les plus sérieux. En termes de risque aussi, vous voyez figurer ici l'évolution, en ordonnée, nous avons les risques de cancer du sein et l'âge en abscisse. Et on voit très bien que PALB2 a une courbe qui se superpose, pas tout à fait, la fréquence est un petit peu inférieure, on va revoir les chiffres, mais très proche de BRCA2, alors que les autres gènes qu'on a mentionnés tout à l'heure avec un risque élevé mais moindre, TP53, PTEN pour le syndrome de Coden, STK11 pour le syndrome de Peutz-Jeghers, CDH1 associé au risque de cancer gastrique à cellules indépendantes, ont un risque vraiment important de cancer du sein, mais qui n'est jamais aussi important que les 3 premiers gènes et surtout dans la vie d'un patient. En termes de mécanisme d'action, c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc, nous sommes dans le cœur de ce qu'on appelle la réparation de l'ADN. La réparation de l'ADN, elle met en jeu, donc sur la gauche, le système BER, qui va être le système qui va être ciblé par les molécules anti-PARP, on va y revenir, et qui concerne la réparation des cassures simples brun. On a aussi le système MMR qu'on voit tout en bas à gauche, qui est le système des mismatch repair qui est impliqué dans le syndrome de Lynch. Et là, on est dans l'hérédité au cancer colorectal, mais pas au cancer du sein. Le cœur de l'hérédité au cancer du sein est centré sur la recombinaison homologue qu'on voit cerclée de couleur pêche en bas à droite, mais qui interagit de façon très importante et avec des chevauchements avec les interstrand crosslinks qu'on appelle ICL en raccourci, qui sont caractérisés par la prédisposition, l'hérédité à l'anémie de Fanconi. Très souvent, sur un mode hétérozygote, c'est le cancer du sein qui ressort chez les mères de ces enfants qui sont, eux, atteints d'une maladie autosomique récessive.
Et puis, dans les cassures double brin, tout en haut à droite, vous avez le non-homologous end-joining, qui est un mécanisme de réparation des cassures double brin. Mais les deux systèmes qui sont en haut, à gauche et à droite, ce sont des systèmes fautifs qui font des erreurs, qui sont incapables de recopier l'ADN dans sa version initiale, alors qu'avec le système dont on va parler maintenant, qui est la recombinaison homologue, au cœur duquel est le gène PALB-B2, on l'appelle Partner and Localizer of BRCA2, mais en réalité, quand vous regardez le panel du bas, vous voyez qu'en fait, PALB-B2 est au cœur de ce système, avec, c'est lui qui fait le lien entre le gène BRCA2, le gène RAD51 et le gène BRCA1. Et c'est lui qui aide en fait ces molécules à se positionner au lieu où la cassure double brin est intervenue et où il demande une réparation est utile. Donc le système de la recombinaison homologue, pourquoi est-il complètement fiable? Tout simplement parce qu'il s'inspire de la chromatide sœur comme référence. Donc on prend un brin d'ADN qui n'a pas été altéré pour le recopier et remettre en selle la séquence qui a été altérée par une cassure double brin. Et ainsi, on assure une survie cellulaire sans favoriser le risque de mutagénèse. Tandis qu'avec les systèmes NHEJ et BER dont je vous ai parlé, il y a en fait une accumulation d'erreurs fautives qui font le lit de la cancérogénèse. Si on va de la structure, du gène à la protéine en termes de structure, vous voyez que sont positionnés sur le gène PALB-B2 les sites à gauche en N-terminal de fixation du gène BRCA1 et du gène RAD51. Et vous voyez que les autres molécules, je ne vois même plus très bien moi-même là, sont la fixation à BRCA2 est à l'opposé. Et donc, c'est bien le rôle de liaison, de témoin en fait, entre les gènes BRCA1 et BRCA2 que joue le rôle PALB2. Alors, sa fonction n'est pas seulement dans la recombinaison homologue, donc dans la première, c'est ce qui est indiqué. Vous n'auriez pas un pointeur par hasard, non? Je n'arrive pas à récupérer la flèche de l'ordinateur, moi. Ah, attendez, parce que c'est un peu difficile. Déjà, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Donc, en haut, vous avez le mécanisme de la recombinaison homologue qui est figuré, mais PALB2, récemment, on a montré qu'il joue aussi un rôle dans le maintien de l'intégrité du génome lors de la réplication, lors de la transcription de certains gènes et surtout de façon très intéressante lors de stress oxydatif. Donc c'est vraiment un gène avec un rôle majeur et dans la régulation du cycle cellulaire récemment, donc dans le checkpoint G2M au moment de la mitose ou de la méiose. Dans un deuxième temps, on va parler maintenant du phénotype tumoral des cancers du sein qui interviennent en cas de mutation du gène BRCA2. Alors, le profil moléculaire est encore peu étudié. C'est l'objet d'un programme de recherche que nous avons donc à l'hôpital Saint-Louis en collaboration avec Nicolas Sévenet à Bordeaux. Donc, dans un article de l'équipe d'Antoniou et collaborateurs du New England d'août 2014, les données tumorales sur 129 tumeurs montrent que 70% ont des récepteurs aux oestrogènes et tout de même 30% sont des tumeurs triple négatives. Donc on a un phénotype qui pourrait être intermédiaire entre les tumeurs BRCA1 et les tumeurs BRCA2. Une équipe polonaise et canadienne en juin 2015 a fait une analyse plus poussée. Et dans cette cohorte où on n'étudiait que 2 mutations récurrentes du gène PALB2, on voit que, en fait, le risque cumulé de cancer du sein à 75 ans est estimé entre 24 et 40%. Donc là, c'était sur 2 mutations uniquement, donc vraisemblablement avec d'autres mutations sur le même gène, on étend vraisemblablement ce risque, ça varie en fonction des mutations. La survie
eh bien, elle est inférieure à la survie chez les patientes atteintes de cancer du sein sans mutation, mais aussi inférieure aux personnes porteuses de mutation de BRCA1. Donc, on a un élément pronostic péjoratif avec une mutation de PAL-B2. Et les tumeurs donc triple négatives sont confirmées dans cette étude, et la bilatéralité avec la précocité de survenue aussi, nous allons le revoir dans les études qui ont suivi. Donc, en conclusion de cette étude de Cybulski et collaborateurs, les porteuses de mutation de PAL-B2 ont un risque accru de développer des cancers du sein, mais aussi avec un âge précoce, avec un excès de forme triple négative, avec une taille tumorale qui participe au pronostic comme pour tout cancer du sein. Et le risque de tumeur précoce et bilatérale est significatif, tout comme avec les gènes BRCA1 et BRCA2. Donc, on arrive maintenant au risque de cancer avec cette publication d'Antoniou qui a étudié 154 familles, qui a été publiée en 2014. On va suivre ensuite avec une publication de 2019 et vous verrez que les données sont assez, se recouvrent relativement. Donc, ici, on trouve pour le cancer du sein un risque relatif de 9,47 pour toute population et tous âges confondus, et un risque cumulé de cancer du sein à 70 ans de 35%. Ceci dit, il y a un effet cohorte, c'est-à-dire que quand on regarde maintenant la fréquence et le risque relatif de cancer du sein par rapport à l'âge des patientes, on a clairement une augmentation de l'incidence chez les femmes jeunes et donc nées avant 1960. Donc on a une partition possible qu'on va revoir dans la publication de 2019. Je n'ai pas tout détaillé. Vous avez cependant ici un arbre caractéristique des mutations de PAL-B2 où vous avez 3 sœurs qui ont un cancer du sein. Celle du milieu a été testée et on lui a retrouvé une mutation de PAL-B2 qu'on retrouve aussi chez sa sœur qui a été touchée à l'âge de 55 ans. Donc là, on n'est pas dans l'âge typique, on va dire, de la majorité de la médiane, en tout cas, de survenue des cancers du sein avec le gène PAL-B2, mais il ne faut pas exclure cette possibilité lorsqu'on a un cancer après 50 ans cependant. Donc les messages qu'on peut retenir de cette publication du New England d'août 2014, c'est qu'il y a un effet cohorte, comme je viens de vous le dire, avec un risque plus élevé chez les femmes les plus jeunes, un risque de cancer du sein chez les porteuses de mutation de 35%, mais il faut aussi retenir compte de l'histoire familiale, parce que si on fragmente avec les antécédents familiaux, on voit que plus il y a d'antécédents familiaux, plus le risque augmente. Dans cette étude, ils ont trouvé des mutations délétères dans 2,4% des agrégations familiales de cancer du sein, qui est peut-être un petit peu différente d'autres études. Donc, on a une variation à cet égard. Dans cette étude aussi, pour le cancer ovarien, on a un tout petit sur-risque par rapport à la population générale et par contre, un risque marqué pour le cancer du sein chez l'homme. Donc, la conclusion a été qu'il fallait ajouter le gène PALB2 au screening des gènes BRCA1, BRCA2, on va y revenir. Dans des études où il y a eu des panels de gènes qui ont été testés, par exemple cet article de Southey de 2016, on retrouve des données qui sont tout à fait superposables. Il y avait un doute quant au risque de cancer de la prostate. Je vais parler des autres risques de cancer qui sont le dernier panel sur le dernier paragraphe en fait sur cette diapositive. Donc vous voyez qu'on retrouve les risques de cancer du sein chez l'homme. Pour le cancer de l'ovaire, c'est non, mais pour le cancer de la prostate, pas plus. Par contre, on décrit ici un risque relatif augmenté de cancer du pancréas qui s'est confirmé par la suite. Je crois que ça devient compliqué. On va passer tout de suite à la publication du JCO de l'équipe de Marc Tischkowitz et bien sûr Antoniou, c'est la même équipe à Cambridge au Royaume-Uni.
Et donc, ça, c'était une publication de fin 2019. Ils ont étendu, en fait, la première étude que je vous ai présentée au préalable, maintenant sur 524 familles. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, dans le cancer du sein, un gène majeur de prédisposition qui se confirme, avec un risque relatif de cancer du sein chez la femme qui est suffisamment important pour se rapprocher du gène BRCA2, je vous l'ai déjà dit. Un risque cumulé, cette fois-ci, à 80 ans de 53%. Et l'effet cohorte qui se confirme, je vais vous le montrer. Chez l'homme, pareil, un risque relatif de cancer du sein qui est totalement confirmé. Et pour le cancer de l'ovaire, un risque qui semble augmenter, à savoir que chez les femmes, avant 60 ans, ce risque reste assez modeste, mais le risque cumulé à 80 ans est cependant de 5%, ce qui fait maintenant discuter l'éventualité de chirurgie de réduction du risque avec les mutations du gène PALB2. Pour le cancer du pancréas, là encore, une confirmation de l'élévation du risque relatif, avec un risque cumulé à 80 ans qui est différent pour les femmes et pour les hommes. Il est plus bas pour les femmes, de 1 à 4, et pour les hommes, de 2 à 5. Et on n'a aucune interférence avec les cancers du spectre du tube digestif. Alors, l'effet cohorte, vous le voyez là très bien signifié, puisque vous voyez sur le panel de gauche en A le risque de cancer du sein en rouge chez Madame Tout-le-Monde, en bleu avec une mutation de PALB2, tous âges confondus. Maintenant, quand on fait une stratification par cohorte d'âge, vous voyez que les femmes les plus âgées en bleu ont un risque relatif qui est augmenté, mais pas autant que celles qui apparaissent en rosé et qui correspondent à une naissance entre 1970 et 1979. C'est ce qui est figuré ici, avec un risque relatif, vous le voyez, qui, dans la tranche d'âge entre 20 et 60 ans, est vraiment maximum, avec un focus particulier pour les âges très jeunes, et puis la fourchette 30-39 ans, qui elle aussi est tout à fait singulière, parce que vous voyez aussi qu'on a des données qui sont à 95%, mais vous voyez que les données maximum sur la droite sont très élevées pour ces deux tranches d'âge. Alors, quelle prise en charge avec des mutations du gène PALB2 en pratique et en termes d'utilité clinique? La position à niveau national, la position est nationale au niveau du groupe génétique et cancer, de proposer des tests génétiques au-delà de BRCA1-2 systématiquement pour le gène PALB2 chaque fois que BRCA1-2 sont testés. Donc, c'est un test qui est devenu contemporain depuis septembre 2015. En termes de dépistage et de prise en charge, les personnes mutées, porteuses de mutation du gène PALB2, en raison des éléments de risque que je vous ai mentionnés, sont considérées comme à haut risque génétique sur la seule présence de la mutation, c'est-à-dire que même en dehors d'une histoire familiale, on va considérer qu'il faut mettre en place une surveillance à haut risque génétique, avec une IRM chez la femme jeune, notamment dès l'âge de 30 ans, ou bien 5 à 10 ans, plutôt que le diagnostic familial le plus précoce. Lorsqu'une mutation est mise en évidence, on va proposer une RCP clinico-biologique, un programme personnalisé de suivi qui est une recommandation de l'INCa et l'inscription à un réseau de suivi, en l'occurrence à l'assistance publique. Nous avons le réseau Sein Risque APHP que je coordonne avec le professeur Nathalie Chabert-Buffet de l'hôpital Tenon. Donc en fait, avec les caractéristiques que je vous ai présentées, les recommandations de surveillance qui s'appliquent au niveau mammaire pour BRCA1 et BRCA2 sont les mêmes que pour PALB2. Donc, c'est l'IRM mammaire qui est le gold standard. Et puis, bien sûr, si la femme le souhaite, une chirurgie de réduction du risque peut être proposée. Et donc, on a plusieurs techniques possibles. Et à l'assistance publique, on le propose sans reste à charge pour la patiente, avec 4 sites de chirurgie plastique dans les différents hôpitaux de l'assistance publique, et notamment le nôtre à l'hôpital Saint-Louis. On a aussi
discuter maintenant l'annexectomie bilatérale de réduction du risque, qui est une intervention qui est très anodine comparée à la chirurgie mammaire, puisqu'il s'agit d'une chirurgie sous cystoscopie et que c'est 20 minutes d'anesthésie générale. Il s'agit simplement d'enlever les trompes et les ovaires qui sont figurés par les cornes et la masse que l'on voit de chaque côté de l'utérus ici. Alors, la question qui est différente de BRCA1 et BRCA2, c'est qu'il ne s'agit sûrement pas d'une recommandation compte tenu du risque relatif qu'on a décrit, mais d'une possibilité. Et donc, c'est à discuter lors des réunions de concertation pluridisciplinaire et avec la patiente. Donc, voici un exemple de feuille de restitution de RCP clinico-biologique. Ici, un exemple de programme personnalisé de suivi où, sur le panel de droite, vous voyez qu'on délimite les examens à proposer, leur fréquence et leur répétition. En s'occupant bien sûr de l'imagerie d'une part et des chirurgies de réduction du risque éventuelles. Il s'agit d'une proposition éventuellement, mais sûrement pas de quelque chose qui pourrait être imposé à une patiente. Ceci dit, les femmes jeunes ont tendance à le demander. Et après, il faut trouver le bon curseur qui convient à la patiente en termes d'âge, de mise en place de cette intervention. Mais je ne crois pas mentir, Marc, tu me diras tout à l'heure, mais je crois qu'on a 30% en fait, de patientes qui recours à une chirurgie de réduction du risque, mais pas plus. On a aussi, sur la base de la mutation de PALB2, une prise en charge à 100% des examens d'imagerie mammaire, avec un certificat d'exonération du ticket modérateur pour ces examens, et notamment l'IRM mammaire qui est très onéreuse, ce certificat est délivré par l'oncogénéticien. Enfin, et pour terminer, il y a donc une perspective theranostique à envisager dans la mesure où on est sur des mécanismes de fonctionnement des thérapies ciblées dans les phénomènes où intervient la recombinaison homologue. Donc, ici, c'est le principe de la létalité synthétique induite par les molécules anti-PARP. Vous voyez une cellule normale sur le panel de gauche. Sur le panel de droite, après une agression sur l'ADN, en l'absence de fonctionnement des gènes BRCA et de la recombinaison homologue, une accumulation de mutations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font le lit de la cancérogénèse avec un système BER qui reste actif et la cellule qui reste en survie, mais avec des erreurs de copie des gènes qui font finalement le lit d'un cancer. Donc, sur le panel de droite, tout à fait, lorsqu'on inhibe, enfin, la recombinaison homologue est inopérante et qu'on inhibe par les antiparp le système BER, on obtient en fait une mort cellulaire naturelle, qui est le principe du traitement par les antiparp. Donc, il y a déjà 4 ans maintenant, nous avons proposé une étude chez les patientes avec cancer du sein métastatique avec des mutations du gène PALB2 en germinal, mais pas de mutation de BRCA, c'est un critère d'exclusion, pour essayer en monothérapie et dès éventuellement la première ligne métastatique, l'avantage d'utiliser un antiparp chez les femmes porteuses de mutations du gène PALB2. Il y avait bien sûr des expériences sur des lignées cellulaires qui allaient dans ce sens. C'est une équipe canadienne qui a réalisé ces expériences. Et très récemment, on a vu une publication dans une étude panier où on pouvait inclure des patients, une patiente en rechute qui ne répondait plus à aucune chimiothérapie, qui, par l'équipe de Bordeaux et de Lyon, a reçu un traitement par olaparib et pour laquelle il y a eu une réponse majeure au traitement anti-PARP avec une réduction tumorale de 70% à 6 mois. Donc, ceci fait un petit peu le préalable de ce que nous espérons montrer avec l'étude PALB-B2 par PI. La question, c'est, dans ces cas-là, avec quel degré d'urgence doit-on obtenir
un génotypage. Donc, nous avons actuellement ce débat qui est en permanence entre les analyses tumorales chez les sujets affectés par des cancers et qui pourraient bénéficier en fait d'un circuit court pour une molécule anti-PARP. Les délais actuels des analyses tumorales ont tendance à être plus courts que celles des analyses constitutionnelles. Ceci dit, dans bien des cas, ces analyses tumorales aboutissent à un résultat qui a des conséquences constitutionnelles. Donc nous souhaiterions, au niveau du groupe génétique et cancer, obtenir qu'un consentement éclairé soit signé dans le cadre d'une étude qui notamment analyse les gènes BRCA 1, 2 ou PALB2 dans les tumeurs, puisque les conséquences sont importantes. Et pour conclure, quel que soit le mode de mise en évidence d'une mutation, que ce soit au niveau tumoral ou constitutionnel, et en termes de qualité et de fiabilité du résultat, c'est bien au niveau constitutionnel qu'on est dans la meilleure situation, eh bien, il faut que ces résultats soient partagés et c'est notamment dans le cadre d'une RCP clinico-biologique que l'ensemble des résultats peut être confronté afin de pouvoir prendre en charge les apparentés lorsqu'il y a une mutation hétérozygote du gène PALB2 au niveau constitutionnel. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est un vrai risque de cancer très élevé, en tout cas au niveau mammaire, il est majeur, à la fois chez la femme, mais aussi chez l'homme. Et nous avons aussi une augmentation du risque relatif de cancer de la prostate, qui est maintenant tout à fait avéré. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez quelques questions.